indicateur de la Dallara d'Emmanuel Pirot et une surchauffe de la voiture dans le tour de formation qui explique qu'il s'élance sur la voiture de réserve. Voilà, alors on s'élance dans le tour qui va précéder le départ, ce qui va permettre de mettre le moteur et les pneus en température. Vous savez que vous pouvez jouer avec nous, avec TF1, comme à chaque Grand Prix. Il s'agit du jeu Top F1. Ça consistera à deux reprises pendant le Grand Prix, Après, qui sont les trois pilotes en tête? Alors la petite alerte Top F1, quand vous verrez ce qui va arriver, quand vous entendrez la petite musique qui va arriver, il faudra sauter sur vos petits carnets. Jouez au Top F1 avec Elf, TF1 et Télépoche. À chaque Grand Prix, gagnez le Renault Clio et de nombreux autres cadeaux. Voilà, le tour de formation est donc parti. Comme vous le constatez, l'horizon est relativement blafard. Il y a pratiquement sur certaines portions du circuit, c'est du brouillard qu'en fait. Il y a un nuage qui est arrivé, ce qui vous explique que le fond soit un petit peu blanchâtre comme ça. Ne vous jetez pas sur vos téléviseurs pour les régler. C'est normal, on vous l'a dit, il fait pas un temps extraordinaire. Voilà, Berger ici à l'image. Berger donc excellent, on vous l'a dit, pendant les essais chronométrés, et franchement moins bon pendant le warm-up ce matin. Oui, Berger qui, durant le warm-up, a essayé plusieurs solutions de pneumatiques avec le plein essence et qui comptait même durant les tours de mise en place de la grille de départ, peaufiner la mise au point de sa voiture, de sa McLaren Honda en l'occurrence. 60 000, entre 60 000 et 80 000 spectateurs ici à Spa, c'est énorme. Mais on sait qu'on se souviendra que Boutsen a gagné le Grand Prix de Hongrie, et les organisateurs m'ont dit tout à l'heure qu'en fait, à partir de sa victoire, eh bien, il y avait eu un bond de 30% dans les pré-réservations sur ce Grand Prix de Belgique. Et ben, c'est une excellente chose. J'espère simplement que les spectateurs ont peut-être prévu ou des kawaii ou des parapluies, parce que contrairement à ce qu'on a cru pendant les 3 jours qui précédaient, peut-être que la météo va se mettre au franchement humide. Voilà. Ici, le pack de la grille de départ qui apporte le virage du Pouhon, assez effrayant, car en descente et puis en dévers. Alors les caméras embarquées aujourd'hui seront sur les Williams Renault, ici celle de Boutsen, le héros national bien sûr, l'enfant du pays. Et puis je vous l'ai dit tout à l'heure, en plus il a gagné un Grand Prix, le Grand Prix de Hongrie cette année, donc c'est vraiment le héros national. Les caméras donc sont sur les Williams Renault et sur les Benetton Ford, et vous m'avez dit Jean-Luc qu'en principe sur les Benetton Ford les caméras seraient peut-être tournées vers l'arrière. Et oui, ça on le verra quand on verra les images. Le réalisateur a paraît-il changé d'opinion et les caméras seraient de nouveau orientées vers l'avant. Désolé. Ok, et bien voilà, donc 4 caméras spéciales embarquées à bord de ces voitures. Circuit long, 6 km 9, pratiquement 7 km, c'est un circuit qui est long et je vous le rappelle, on le fera 44 fois. Oui, voilà, ici, les concurrents que vous voyez sur la piste rejoignent l'ancien circuit, puisque le bout de Francorchamps a été conservé. Par contre, c'est tout ce qui allait vers Masta et au loin qui a été coupé. Voilà donc le retour vers les stands, vers l'épingle de la source, et je veux vous préciser qu'à l'épingle de la source ce matin, le président de la Fédération internationale, Jean-Marie Ballest, a été extrêmement clair. Il y a 2 caméras spécifiques à la Fédération internationale, et s'il y a un accrochage, il y aura arrêt de la course, il y aura enquête, et le responsable de l'accrochage sera, paraît-il, sanctionné immédiatement par une mise hors course, et même peut-être plus. Senna qui entre dans la chicane. C'est la dernière chicane, c'est celle qui précède l'arrivée dans les stands. C'est ça, qui est faite pour freiner la grande courbe qui précède la grille de départ et la ligne des stands. C'est dans cette chicane hier que Nelson Piquet a mal manœuvré, ce qui l'a entraîné à cette sortie de route spectaculaire que vous avez vue ce matin dans Automoto. Voilà, on revient sur la grille de départ. Il y a une chose qu'on ne vous a pas encore dite, c'est que ce circuit, en fait, est à moitié sur une route nationale et pour moitié sur une construction typiquement circuit. Donc, quand vous aurez un moment, n'hésitez pas à venir rouler sur la moitié du circuit de Francorchamps. Tout le monde peut le faire. L'ancien circuit faisait 14 km de long et on roulait à 250 de moyenne. C'est sûr qu'il fallait peut-être un peu le raccourcir et le ralentir. Voilà, on est sur la grille de départ. Une fois qu'on sera au départ, ce sera 44 tours. Senna à gauche sur votre écran, pole position, Berger à droite, Prost derrière Senna, Boutsen derrière Berger, et puis ensuite Nannini et Mansell, Patrese et Piquet. Drapeau vert agité, c'est bon pour le feu rouge qui s'allume, le voilà.
Et le départ avec Senna, impeccable, Berger, Prost, attention, oh ça freine derrière, oh là 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 là, Nalesi qui a légèrement touché, Mansell, un aileron de Lotus, celui de Donnelly qui a volé. J'ai vu une Tyrrell en mauvaise posture. Et il y a déjà des arrêts, des voitures qui ont été touchées, il s'agit d'une Benetton très probablement, voici le replay. Alors donc Senna était bien passé, Berger sans problème, Prost sans problème, Boutsen sans problème, mais c'est Mansell qui est parti dans les rails à cette fameuse épingle de la source dont Jean-Louis Moncet venait de vous parler, avec en plus une des deux Lotus qui a perdu un petit peu de son nez avant, mais on a vu encore une autre Benetton s'arrêter. Voilà, ça continue. Alors donc il y a effectivement une Benetton dans les stands. Il y a une Dallara, il y a Mansell qui est coincé. Alors là, on va se pencher à la fenêtre de notre minuscule cabine pour voir ce qui se passe. Et c'est le drapeau rouge. Ici, c'est Nakajima. Nakajima, est-ce que c'est lui qu'on a vu? Oh, et ici, une brava. Oh là là là. Pierre Van Vliet dans les stands. Oui, juste pour vous dire qu'en principe, Mansell ne prendra pas le mulet. Sa voiture est tout à fait réparable. Il n'y a vraiment plus de peur que de mal. Un peu de carrosserie, les ailerons ont changé. Mais la voiture n'a pas souffert. Ils étaient à très faible vitesse au moment de cet incident, cette collision. Merci Pierre de cette précision. Alors voilà le replay, on va savoir qui. Eh ben non, c'est devant Alesi en fait apparemment que c'est. Oui, avec Alesi, cette voiture qui est une Benetton et qui est celle de Nelson. Et puis Donnelly, il est allé sur le vibreur, il n'a pas pu freiner. Et il a tapé avec Warwick, son propre équipier chez Lotus Lamborghini. Ça fait... Les deux Lotus sont cassés. Ça fait du monde. Alors vous savez, le départ de la source, on en parle souvent parce qu'il y a une épingle après la ligne de départ, c'est très contestable, effectivement. Mais il faut quand même avouer qu'il vaut mieux que ça se passe là, cet accrochage, plutôt que sur des circuits où le premier virage a lieu bien après la grille de départ et où les concurrents arrivent groupés à quelquefois 300 à l'heure, comme c'est le cas, par exemple, à Imola. Alors c'est décidément difficile ce circuit de Spa-Francorchamps parce que dans le temps en fait il y avait une ligne de départ qui était en descente. Alors ils ont modifié, ils ont remonté la ligne de départ de quelques centaines de mètres pour avoir une ligne un peu plus nette. Et finalement, il y a quand même effectivement ce premier virage en épingle à cheveux qui est particulièrement dangereux. Pierre. Oui, pour vous dire que effectivement Mansell revient avec sa voiture légèrement accidentée jusqu'au garage. Donc il insiste pour utiliser ce châssis-là pour repartir, alors que les mécaniciens de Ferrari étaient précisément en train de préparer la voiture de réserve. Mansell qui a l'air assez fâché, évidemment, sur Nelson Piquet, semble-t-il. Piquet qui, lui, est contraint de prendre sa voiture de réserve. Donc Piquet sur le mulet Benetton. On vient d'enlever, sur la ligne de départ, on vient d'enlever le capot de la McLaren parce qu'il est évident, là je crois qu'il faut donner une petite précision. Pendant cette interruption, on peut intervenir sur les voitures. Absolument, on peut tout faire. Et sauf sûrement remettre de l'essence. Et c'est pourquoi, le feu rouge ayant été allumé, le feu vert ayant été allumé, eh bien, les concurrents qui reprendront le départ effectueront maintenant 43 tours et non plus 44. Pierre. Oui, eh bien après examen des dégâts malgré tout sur la Ferrari de Mansell, décision est prise pour le pilote britannique d'utiliser la voiture de réserve prévue pour Alain Prost. Les suspensions avant sont faussées dans cette touchette. Donc la Ferrari de Mansell non réparable avant le prochain départ. Alors théoriquement, le règlement prévoit un certain nombre d'opérations avant le deuxième départ. J'imagine Jean-Louis, bah oui, je le vois, vous êtes déjà plongé dans le règlement. Et alors oui. Qu'est-ce qui est censé se passer maintenant? Eh bien, dans les cas A et B, c'est-à-dire un départ retardé ou bien un accrochage après le départ, le starter allume des feux jaunes, on est d'accord. Ça ne s'est pas produit puisque il y a eu le feu vert et que tout était bien parti. Aucun concurrent n'avait levé le bras sur la grille de départ. En tout cas, les moteurs sont arrêtés. Les concurrents viennent se ranger sur la grille. Le départ et la procédure de départ recommenceront à partir d'un panneau 5 minutes. Et la distance de la course est réduite d'un tour, comme je vous dis. Donc ce Grand Prix de Belgique, d'ores et déjà, ne fait plus que 43 tours. Alors voilà, là on est sur Modena. On va savoir ce qui lui est arrivé avant qu'il demande au commissaire de
le sortir de sa position inconfortable dans laquelle il était, bah c'est pas ça, hein, monsieur le réalisateur. Manifestement, les problèmes de Bonella sont pas venus de ce passage-là. Et ben retour sur la piste. Alors c'est l'occasion de vous montrer un petit peu, puisque là, hélas, nous avons du temps devant nous. Hélas, parce qu'on préférait effectivement que ça tourne. C'était l'occasion de vous montrer à quoi ressemble une ligne de départ quelques minutes avant un départ de Grand Prix. Il y a un monde fou. Bah c'est comme ça. Et puis miraculeusement, juste avant le départ, on évacue. Et après, il faut encore évacuer les gens derrière les stands. Enfin, commissaire sur un Grand Prix de Formule 1 qui a un tel succès, comme ici, c'est pas souvent simple. Alors bien, on vient de voir un... Oui, pardon, juste une précision, puisque nous sommes en train de voir que les concurrents refont le plein. Alors, en ce cas, c'est l'article 141 des règlements de la Fédération internationale du sport automobile qui est appliqué. Cet article, il est très simple. Moins de 2 tours complets, les voitures reprennent leur position d'origine sur la grille, où elles peuvent être abandonnées à l'entrée des stands. Et en ce cas, le départ original est considéré comme nul et non avenu. Eh bien, c'est le cas que nous avons en ce moment, puisqu'on refait le plein d'essence. Et par conséquent, voici donc ce qui se passe. 44 tours à nouveau pour ce Grand Prix de Belgique. D'accord. Jean-Louis, oui, Pierre. Je suis avec Jean, allez-y, témoin de cet incident, mais vous n'avez pas vu grand-chose, Jean. Vous avez surtout braqué pour essayer d'éviter ce qui se passait devant. Oui, ce qui se passe dans ces moments-là, on essaye surtout d'éviter les obstacles. Là, en l'occurrence, c'était la voiture de Mansell. Et bon, c'est les aléas du départ, c'est toujours assez difficile. Et là, de se reconcentrer, de refaire un départ, c'est toujours très pénible. Pas de conséquences, votre voiture a été tout à fait intacte, aucune influence pour vous. Oui, la voiture a touché rien du tout, donc il n'y a aucun problème. Merci Jean. Bon, eh bien, la procédure donc suit son cours. On vient de vous préciser que le Grand Prix aurait lieu en intégralité. Voilà, monsieur Ron Dennis, l'ancien et le nouveau patron de Senna, puisque on le sait depuis 24 heures maintenant, Senna a re-signé chez McLaren. Après, il faut le dire, beaucoup de recherches de la part de nos confrères de la presse et de nous-mêmes d'ailleurs pour savoir ce qu'il allait faire. Et bien, depuis hier, on le sait. À propos de sécurité circuit, a priori, il ne va pas y avoir un départ dans les 20 secondes, hein, là, Jean-Louis. Non. Bon, on a vu des dépassements des 2 McLaren. Pourquoi n'êtes-vous pas intervenu? Vous savez, je crois que les interventions que j'ai faites l'année dernière, qui d'ailleurs étaient simplement au plan des procédures, ont provoqué de nombreux remous. Et je vous répète qu'il y a dans la réglementation une procédure très simple. Lorsqu'un incident intervient entre 2 pilotes, c'est la réclamation. Or, ni Mangel ni Nannini n'ont déposé réclamation. Il appartenait donc à la fédération d'intervenir. Et étant donné que tout de même ces dépassements pouvaient donner matière à interprétation, on aurait immédiatement pris comme prétexte la volonté du président d'attaquer une fois de plus Senna ou les McLaren. Malgré tous ces dépassements, appelons-les litigieux si l'on veut, sont la résultante du circuit de Hungaroring de Budapest. Sont la résultante de 2 choses, du comportement des pilotes et de la situation du circuit. Parce que je vous rappelle qu'avant la course, plusieurs pilotes, dont Alain Prost, ont fait l'éloge de ce circuit. Puis ils l'ont critiqué après. Et deuxièmement, il est évident que ce circuit n'est pas facile. Donc nous allons exiger des modifications pour l'année prochaine, obligatoires, imposées par la fédération, pour qu'il y ait au moins 2 nouveaux tracés qui permettent des dépassements plus faciles. Voilà, effectivement, pendant ces vacances, le président a bien réfléchi à la situation et donc il y a des choses qui vont changer. Alors, pendant ce temps-là, apparemment, les choses suivent leur cours sur le circuit de Spa-Francorchamps. Pierre Van Vliet, si vous aviez un tout petit peu de temps, éventuellement, pour faire le tour des écuries, et le mot est le bon, parce qu'on voudrait que vous fassiez aussi le tour des mulets. Donc, voulez-vous aller aux écuries voir les mulets, s'il vous plaît, qui repart sur sa vraie voiture, sur sa bonne voiture, number 1, et qui repart sur son mulet? Oui, Jean-Louis, pour vous dire que donc les deux principaux protagonistes de cet incident au départ, bien entendu Nelson Piquet et Nigel Mansell, repartent tous les deux avec leur voiture de réserve. Ils sont déjà en position sur la grille de départ. Piquet
qui essaye de s'expliquer en disant que c'était pas lui le responsable, qu'il avait été poussé, mais enfin bon, toujours est-il que le résultat est là. Alors d'autres concurrents avec des voitures de réserve, il y en a bien sûr. On a vu De Césaris tout à l'heure qui avait heurté le rail et qui doit également changer de voiture, mais comme Pirot était déjà au volant de la voiture de réserve de l'écurie d'Allara, eh bien il y a quelques blancs sur la grille de départ, quelques places vides, notamment la Tyrrell de Nakajima également, et on se demande un peu combien de voitures vont pouvoir reprendre le départ si le panneau 5 minutes qui vient d'être présenté aux concurrents est bel et bien respecté. Nakajima en tout cas lui, il arrive, il se faufile, voilà. Nous l'avons vu à l'image, Pierre, nous l'avons vu à l'image, et on voit également Derek Warwick en ce moment rejoindre la grille de départ. Il est dans la nouvelle portion du circuit et il ne va pas tarder à vous rejoindre sur la grille. Derek Warwick avec sa Lotus Lamborghini. Alors Jean-Louis, effectivement, faute d'incident de départ, on n'en a pas très souvent. Supposons, on n'a pas pu parler de ce genre de situation, supposons que dans une écurie, il y ait un pilote qui puisse pas repartir parce qu'il n'a pas de voiture, il n'y a pas de remplaçant en Formule 1. Et non, il n'y a pas de remplaçant, il n'a pas de voiture de remplacement, et c'est le cas qui va se produire probablement chez Dallara, où les patrons de l'écurie vont devoir trancher dans le vif, c'est-à-dire choisir entre De Césaris et Emmanuel Pirot. Je vois une information, nouveau départ à 14h26. Et autre concurrent sur la voiture de réserve, il s'agit d'Aguri Suzuki, le pilote japonais de l'écurie Larousse. Merci Pierre. Alors je disais, il n'y a pas de remplaçant. Normalement, il y a 26 voitures sur la piste au départ. Bon, donc là, s'il manque une voiture dans une écurie, il n'y en aura par exemple que 25. On ne peut pas aller rechercher une voiture qui n'aurait pas été qualifiée, par exemple. Impossible, absolument impossible, Jean-Louis Bernardelli, impossible de charger une voiture, de la trouver, elle est probablement, les qualités, vous savez, ils sont déjà sur la route, ils sont déjà repartis. D'accord. Alors, départ 14h26, bah ça fait dans quelques minutes tout de même. On revient donc sur cette grille de départ. On va donner quand même quelques statistiques sur ce Grand Prix de Belgique. Alors, il y a une chose quand même que j'ai pas dite tout à l'heure quand on a pris l'antenne. J'ai dit où on était. J'ai pas signalé qu'on était à quelques kilomètres de la capitale historique de la Belgique wallonne, c'est-à-dire francophone. Et la ville en question, c'est Liège, bien sûr. Nous sommes en pleine Belgique wallonne. Et si vous prenez l'antenne en ce moment, vous savez donc qu'il va y avoir un deuxième départ pour ce Grand Prix de Belgique. Je vous en rappelle les données. Moins de 2 tours complets, les voitures reprennent leur position d'origine sur la grille. Ils peuvent être abandonnés à l'entrée des stands. En tout cas, le départ original est considéré comme nul et non avenu. La longueur de la nouvelle course est la distance intégrale d'origine. Tous les pilotes qualifiés pour la course seront admis au nouveau départ, soit dans leur voiture d'origine, soit dans leur voiture de réserve. Après que le signal d'arrêt de la course ait été donné, toutes les voitures en état de marche se dirigeront directement, mais lentement, vers la grille, selon les instructions des commissaires. C'est ce qu'on a vu. On pourra travailler sur les voitures. Le ravitaillement ne sera autorisé que jusqu'au panneau 5 minutes avant ce nouveau départ. Ici à l'image, Jean Alési, qui tout à l'heure a témoigné au micro de Pierre Van Vliet, ce qu'il avait vu ou tenté de voir d'ailleurs au moment de ce départ manqué, pour cause d'accrochages multiples. Alors je voulais simplement vous rappeler, on en donnera d'autres tout à l'heure, que l'année dernière, c'était Ayrton Senna qui avait gagné ce Grand Prix de Belgique à 181 km/h de moyenne, ce qui est énorme, mais ce qui est encore peu pour ce circuit, parce que l'année dernière, il pleuvait des cordes. Bon, ben vous savez, Jean-Louis, là on est sur Mansell. Oui, juste une précision avant la page de publicité que vous vouliez lancer, c'est ça Jean-Louis, pour vous dire que Mansell, dans ce mulet, est équipé d'un moteur 036, c'est-à-dire l'ancien moteur Ferrari. Bah écoutez, on a encore 4 ou 5 minutes devant nous, on va peut-être en profiter pour envoyer une petite page de publicité. Bon, on n'avait pas encore envisagé qu'il y ait des abandons avant le départ, finalement, eh bien, il y en a. Alors Jean-Louis, vous avez eu des précisions via Pierre Van Vliet qui ne prend pas le départ. Eh bien, pour l'instant, on sait que Aguri Suzuki ne repart pas. Et pour quelle raison? Eh bien, ce matin, Aguri, notre japonais bien-aimé, eh bien, il a cassé déjà sa voiture de course. Il était donc à l'origine, là, dans le départ de 14h sur le mulet, et par conséquent, il n'y a plus de voiture de remplacement chez Larousse Lamborghini, et donc Suzuki est pied à terre. Vous avez vu, pendant le carambolage du départ, le choc assez important sur la droite de votre écran des 2 Lotus Lamborghini, et eh bien, il n'en reste qu'une, et c'est Warwick qui prendra le départ, puisque l'autre Lotus Lamborghini était endommagé. Ce matin également au warm-up. Et puis, Pierre Van Vliet est chez Dallara,
Pierre, où on ne sait toujours pas si c'est De Cesaris ou Pirot qui vont prendre le départ. Oui, Jean-Louis, eh bien chez Dallara, c'est Pirot, semble-t-il, qui prend le départ. Et qui retrouve sa place sur la grille, évidemment, puisqu'il s'était lancé tout à l'heure depuis les stands. Comme la procédure de départ est repartie à 0, eh bien, c'est le jeune Romain qui va pouvoir retrouver le volant de sa voiture. De Cesaris, lui, va déclarer forfait également. Évidemment. Alors, pendant que Pierre nous parlait des malheurs de Dallara, on a vu tout à l'heure la voiture du Piquet, sur laquelle manifestement on nous mettrait des, je crois, en tout cas, des traces de réparation de coque, peut-être. Ils n'ont pas de coque de rechange dans les écuries, si, en principe. Oui, bien sûr, non mais c'est impossible d'en faire. Bon. Un montage de voiture, ça dure au moins 2 jours. Ah d'accord, bon. Alors, nous revoici sur la ligne, départ toujours maintenu, enfin, d'après ce que nous savons, à 14h26, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus pour très très longtemps. Et c'est une bonne chose parce que normalement c'est un circuit qui est tellement beau, un circuit de pilotage, donc de pilote, que nous devrions avoir un Grand Prix exceptionnel. Et en fait, même quand il s'est passé sous la pluie, il a été exceptionnel. Pour l'instant, il ne pleut toujours pas, semble-t-il. Donc sur le sec, ça devrait être quelque chose, enfin un grand souvenir. Voilà la grille de départ vue d'hélicoptère. Ah non, qu'est-ce qui... Et c'est là où vous avez vu, au centre de cette grille, là où Piquet a eu son accident hier pendant la dernière heure de qualification. Panneau, 1 minute. Donc on va refaire, j'imagine, un tour de formation avant le vrai départ. Oui, Jean-Louis, je dois vous simplement infirmer une information à l'instant. De Cesaris est également sur la grille de départ. Donc les deux Dallara seront au départ, puisque Pirot a pu récupérer sa voiture originale. Eh ben, ça a dû sacrément travailler dans les stands. Hein. Les mécanos, là, ils doivent avoir mal aux doigts tellement ils ont été vite. Ah bien, c'est simple. Ou bien il y a des petits pépins de carrosserie, et ça, c'est facile à réparer. Ou bien on commence dans les jantes cassées, les moyeux un peu endommagés ou les suspensions légèrement tordues, et là, c'est fini. Il n'y a plus de départ possible. Eh bien, lorsque ce tour va partir, on va peut-être suivre en fait le circuit dont on vous a tellement parlé dans Automoto, dans Formule Sport hier soir. On va le suivre tout pas au ralenti parce qu'une Formule 1 en tour de formation, ça va déjà relativement vite. Donc voilà, les pilotes vont entrer dans cette première épingle, celle de la source, où tout à l'heure il y a eu les premiers accrochages, parce que ça ne s'est pas terminé là. Voilà un très très beau plan de notre ami le réalisateur belge sur ces voitures en ligne parfaite, presque. Donc là on a passé la source, c'est tout là-haut en haut de votre écran, là on l'a sauté. Nous sommes ici maintenant dans cette descente où étaient anciennement les stands. Maintenant, en bas, c'est cette compression et on monte ici dans le fameux rayon de l'eau rouge où les voitures tout à l'heure sont, alors là, elles sont à fond, hein, cette espèce de gauche-droite. Ils sont complètement à fond dedans, c'est entre 240, 250, 260, même peut-être 240 km/h, une courbe extrêmement impressionnante, très très dure à franchir. Et quand vous avez une voiture rapide comme une McLaren ou une Ferrari, vous êtes obligé de soulager l'accélérateur. Ça ne passe à fond que, par exemple, pour Jean Alesi en qualification. Sinon, Senna, Berger, Prost, Mansell, Lutsen, Patrese, hier dans leur tour de qualification, ont soulagé pour passer ce obligé de lever un tout petit peu le pied. Bien sûr. Alors, on vous rappelle que lorsque vous voyez les voitures faire des saucissonnages comme ça, c'est pas un problème de châssis, c'est qu'ils sont bien sûr en train de monter la température des pneus en accéléré. Alors là, on est en haut de la montée, puisque la première partie du circuit, ça consiste à aller vers le haut. Et puis après, quand on est en haut, qu'est-ce qu'il faut faire? On descend, et c'est le cas. Et vous le voyez là, l'angle de descente est très important. Oui, ce virage qui porte un nom célèbre, un nom de l'ancien circuit qui s'appelle Malmedy. Ici, on descend vers le Pouhon. Ça, c'est pas impressionnant, c'est terrifiant. Surtout à la vitesse à laquelle ils vont aller, puisque on sait que sur le sec, ici, la vitesse sur un tour, c'est 220 km/h. C'est donc des vitesses absolument colossales. C'est très vite en 5e et pour les voitures avec une boîte 6 et en 6e pour les Ferrari qui ont une boîte 7 vitesses. Voilà, alors on est toujours dans cette descente. Vous le voyez, il y a des virages qui sont même vers, c'est l'opposition d'un virage relevé qui lui facilite le fait qu'on puisse aller très très vite. On va arriver à Stavelot, autre nom célèbre de ce circuit de Spa-Francorchamps. C'était des virages, c'est-à-dire un des passages plutôt de l'ancien circuit qui fut un très très grand circuit, un monument historique comme le Nürburgring. Raccourci en 1970.
Voilà, et là on rejoint l'ancien circuit. C'est-à-dire que là on est sur la route nationale. Oui, voilà, rassurez-vous, le revêtement est refait complètement depuis une célèbre affaire. La Formule 1 était venue courir sur ce circuit, le revêtement n'avait pas tenu et le Grand Prix avait été ajourné, ce qu'on n'avait pratiquement jamais vu dans l'histoire d'un Grand Prix de Formule 1. Ce qui prouve quand même à quel point les Formule 1 accrochent la route. Il n'y a pas que les pneus qui souffrent, éventuellement le bitume lui aussi peut souffrir, donc c'est toujours un revêtement spécial. Et ça, très impressionnant également, car je vous signale que ce sont des courbes à fond. On donne une idée de vitesse là? Ah, ça peut être environ 250-260 km/h. En tout cas, c'est à fond de 6e pour les voitures qui ont une boîte à 6 vitesses, celle-là aussi. Et là, bien sûr, la chicane, ça c'est autre chose, ça se négocie en 2e. Chicane qui en fait est au bord de la route nationale et qui est normalement un parking. Et oui, et qui redeviendra un parking tout à l'heure. Qui porte son vrai nom, l'arrêt d'autobus. Stop. Ah, d'accord. Absolument. Voilà, on est revenu sur la ligne de départ. Bon, on espère que cette fois-ci, ça va bien se passer. Et apparemment, les garçons étaient tous nerveux tout à l'heure. On les comprend d'ailleurs parce que depuis 3 jours qu'ils pensent à cette première épingle à droite, l'épingle de la source, il n'y a peut-être pas eu tout à fait la concentration nécessaire. Puis il y avait quand même beaucoup de monde très énervé. Et voilà, ce qui peut arriver. Et puis, il faut avoir une petite pensée émue pour les transmissions des voitures qui ont déjà supporté un départ. Ce qui veut donc dire qu'éventuellement, il y a des voitures qui pourraient lâcher là très très vite. Pirot est rentré dans les stands, on l'a vu très furtivement. Pirot qui donc voulait prendre le départ. Feu rouge. Alors, Senna est reparti devant Berger. Ah non, il semble que Boutsen ait pris la 2e place. Boutsen derrière Senna. Berger a opéré un croisement assez inimaginable. Je crois que c'était à la corde. Là, il y a du monde. On n'a pas joué aux auto-tamponneuses, mais il n'y avait vraiment pas beaucoup de place pour passer. C'est parti dans le premier tour. Pour l'instant, ça se passe beaucoup mieux. Et très beau réflexe de Boutsen derrière Senna qui s'est jeté sur la 2e place. Alors, Senna déjà en tête. Senna, Boutsen, Berger. Les Benetton à l'attaque des Ferrari, vous venez de le voir. Senna qui va arriver au combe. Et effectivement dans le brouillard, Nannini, qui Boutsen, le Euro National, c'est sûr qu'on va le voir souvent. Et drapeau rouge, Jean-Louis. Il semble que l'accident entre Barilla et De Cesaris est provoqué. Voilà, Paolo Barilla, vous voyez que la voiture est en mauvaise posture. La course est à nouveau interrompue. Merci Pierre de cette triste précision. On va recommencer une procédure. On nous dira tout à l'heure quel est le nouvel horaire de départ. Voilà, on enlève ce qui reste, l'épave de la voiture de Cesaris. Voilà apparemment l'accrochage. Qu'est-ce qu'il leur a pris? Qu'est-ce qu'il leur a pris de faire ça? Ah, ça fait peur, ça. Ça fait peur. Parce que tout ça, faut-il le rappeler, se fait à très très haute vitesse. C'était au combe. Et on a bien vu Martini avec De Cesaris, alors que Barilla également est accidenté à un autre endroit du circuit, semble-t-il. Voilà. Ce serait au Raidillon en ce qui concerne Barilla. C'est ce qui nous a trompés parce que nous avons vu Barilla tout seul en train de sortir de sa voiture en fort piteux état et nous avons vu ensuite De Cesaris, et ceci expliquant cela, mais pas du tout. Voilà, cette Minardi est en travers sur, enfin ce qu'il en reste, parce qu'il est bien cassé, il y a vraiment des bouts partout, elle est en travers sur ce qu'on appelle les vibreurs. Ce sont ces parties hachurées, rouges et blanches, qui sont sur les côtés du circuit et qui servent d'une part de point de repère, et d'autre part, souvent, en principe, ce sont des toutes petites vaguelettes de béton qui signalent au pilote qu'il n'est plus sur la trajectoire idéale. Ce qui ne les empêche pas d'ailleurs, ces pilotes, et surtout ici où il y a des chicanes importantes, ce qui ne les empêche pas d'aller les manger, les vibreurs, de temps en temps. Et ce qui abîme bien sûr énormément les suspensions. Ça, ces images-là sont terrifiantes. Regardez le train arrière de la Minardi complètement désolidarisé de la voiture, la boîte par terre, ça vous dit la violence du choc. Heureusement, tous les pilotes, on l'a vu, sont sains et saufs et indemnes. Et ça, Dieu merci. Mais voilà, nous sommes, Jean-Louis vous l'a dit, dans un tout petit endroit qui est sûr, on voit simplement en fait un petit bout de la ligne de départ et un certain nombre de voitures, dont celles dans la Benetton à moteur Ford de Nannini, sont déjà revenues en place. Alors que De Cesaris a l'air d'essayer de rentrer au garage en quelque sorte.
par ses propres moyens, ce ne sera pas facile parce que si sa voiture n'est pas aussi chiffonnée que la Minardi qui est en ce moment à l'image, il y a quand même eu du dégât. Ben voilà, ben il ira pas tout seul. Il a réussi à faire royalement 3,50 m et on le pousse dehors. Alors, je reprends ma page de règlement. Je souhaite la lire pour la dernière fois. Moins de 2 tours ont été parcourus et par conséquent, ce départ est considéré comme nul et non avenu. Longueur de la course, 44 tours, à moins qu'une décision soit prise par les commissaires sportifs de la Fédération internationale de l'automobile qui officie ici sur ce circuit de Francorchamps. Ben voilà, en ce moment, on a que ça à se mettre sous la dent. À l'image, si c'était le dépannage. Alors, vous voyez, ces petits chariots qui sont en train de traîner les mécanos servent pour la plupart au démarrage de voitures. Parce qu'il faut donc préciser que sur une Formule 1, il n'y a pas de démarreur, comme sur la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Il faut amener un objet plus ou moins gros, d'ailleurs. Parfois, ils sont extrêmement longs, qui se glissent sous la voiture, qui arrivent du côté de la boîte de vitesse, et sur un signe du pilote, on entraîne le moteur. Donc un pilote de Formule 1 qui a calé ne peut pas repartir par ses propres moyens. Il ne peut pas. S'il a calé, c'est fini. Attention, voilà le replay. Alors, Grouillard ici, qui à mon avis a vu la chose arriver, voilà, il avait freiné. On a vu fugitivement Martini en tête à queue devant De Cesaris, léger en vol, tandis que Grouillard file dans le fond là-bas, vers les combes, suivi de la Ligier de Larini. Alors, ça c'était une tentative de freinage et qui s'est mal passée. On se souviendra peut-être d'ailleurs que le même Martini avait été sorti en même temps que Jean Alesi pendant le Grand Prix de Hongrie. Une tentative de freinage qui s'est mal passée, Jean-Louis, pardonnez-moi de vous couper, et je pense que Martini a eu soit un problème de frein, ou soit trop de frein sur l'arrière, il est parti en travers et même en tête à queue, et c'est à ce moment-là qu'il a accroché la Dallara de Andrea De Cesaris. Bon, il semble qu'on ait monté un morceau de cette Minardi sur le camion. Il va y avoir du boulot aussi, morceau par morceau. Parce qu'on vous l'a dit tout à l'heure, voilà, on est en train de récupérer le plus gros de la bête. Alors là, c'est clair. Jean-Louis vous disait tout à l'heure que sur une F1, quand on commence à avoir touché les trains ou les modifications importantes, on ne peut pas repartir. Là, c'est clair que celle-là, elle est carrément achetée à la poubelle. Elle ne reprendra pas le départ, et ceci pour un bout de temps, je pense. Alors le problème toujours dans ce genre d'incident, c'est fallait-il arrêter la course. Ron Dennis est allé se plaindre à la direction de course. Déjà après le premier incident, le premier départ, il estimait que le départ n'aurait pas, le drapeau rouge n'aurait pas dû être brandi. Il suffisait de dégager la Ferrari de Mansell dans le freinage de la source, un endroit pas très dangereux, pas très rapide, et que la course aurait pu poursuivre son cours. Bien entendu, la seconde interruption se justifie probablement parce que les débris de la Minardi de Barillet, un endroit aussi dangereux, aussi rapide que le raidillon de l'eau rouge, bien sûr, là il ne faut pas prendre le moindre risque. Et vous savez pourquoi, Pierre? Parce que la grande majorité des pilotes a félicité votre confrère Roland Brunserrat, qui est belge et qui est le starter de tous les Grands Prix, pour l'option qu'il avait choisie au Grand Prix d'Allemagne lorsque Pirot dans sa Dallara avait été immobilisé sur la grille. Ils avaient déployé plus de 20 drapeaux jaunes autour de la voiture de Pirot et le Grand Prix d'Allemagne avait pu continuer. Si nos téléspectateurs nous sont fidèles, ils doivent s'en rappeler. Or, aujourd'hui, on a assisté après le premier départ à la source à quelque chose qui aurait pu prêter à ce déploiement de force, mais je crois qu'il y avait trop de voitures éparpillées, non pas à la source comme Mansell ou à l'épingle de la source, mais derrière le virage de la source. David Brabham ici. David Brabham qui n'a pas tourné ce matin au warm-up, car Modena avait essayé le mulet et avait cassé une soupape sur le mulet, et puis il avait pris sa voiture de course, et c'était donc, il l'avait cassé également, il a donc pris la voiture de David Brabham. On rappelle qui est David Brabham, peut-être, Jean-Louis, parce que c'est un nom que tout le monde connaît. Le fils de Jack Brabham, le troisième et dernier fils de Jack Brabham, dont Sir Jack Brabham, nous a dit qu'il était le plus doué pour la course automobile par rapport à Gary Brabham et à Geoff Brabham, qui sont ses deux aînés, les deux aînés de ce jeune David, qui est en train d'expliquer à je ne sais qui ce qui a dû se passer devant lui. En tout cas, une information qui vient de tomber sur notre computer. Nouveau départ à 14h57. Oh là là, soit dans 15 minutes. Là, effectivement, on a du temps devant nous. Pierre ?
Oui, avec Alain Prost qui est sorti de sa voiture, bien sûr. Il sait que nous avons encore 10 minutes ou un quart. Embarqués, donc les Williams Renault et les Benetton Ford. On n'a pas vu beaucoup. On souhaite en tout cas que si le système marche bien, encore qu'avec l'humidité, des fois la caméra soit souvent salie. On souhaite que le réalisateur belge utilise beaucoup ses caméras embarquées parce que ça fait toujours des images extraordinaires. J'espère que vous en avez vu quelques-unes dans Automoto ce matin, dans Formule Sport hier soir, sur un circuit aussi sportif que celui-ci, où il se passe toujours quelque chose, en quelque sorte. Sur un circuit comme celui-ci, les images embarquées, c'est franchement fabuleux. Bon, on est reparti pour un troisième tour de formation et pour un troisième départ. Espérons que celui-ci se passera bien. Ça dit au fur et à mesure, comme il manque un petit peu de monde. Donc quand il y aura plus de 5 ou 6 voitures au 15e départ ce soir et qu'il sera de nuit, ce qui serait une grande première dans la Formule 1, peut-être que ces garçons réussiront à faire 2 tours sans se rentrer dedans. Et sur cette image, Jean-Louis Bernardelli, vous voyez que le brouillard ne le cède en rien. Il fait toujours un temps assez maussade, très lourd, de plus en plus lourd, et peut-être que la pluie pourrait venir nous jouer un vilain tour dans ce Grand Prix de Belgique, qui est la 10e épreuve, la 11e épreuve du championnat du monde de Formule 1. Alors, petit rappel donc de la situation, parce que quand on l'a dit tout à l'heure, ça fait pratiquement 1 heure de ça. On vous rappelle que pour l'instant, c'est Ayrton Senna qui est d'une part en tête du championnat du monde, avec 10 points d'avance sur Alain Prost. Deuxième donc Alain Prost, il est d'une part en tête du championnat du monde et d'autre part Senna est en tête sur cette grille de départ puisqu'il a fait la pole position, la 48e de sa carrière, ce qui est un record mondial aussi. Voilà quelle est la situation alors que les pilotes pour la 3e fois font leur tour de formation. Pierre. Oui, un petit mot pour vous dire que Pirot a pu repartir sur sa voiture, la voiture qu'il avait abandonnée dans le tout premier tour de formation avec une fuite d'eau. Ils l'ont réparée, donc les 2 Dallara sont finalement sur la grille. Et Pierluigi Martini est également là sur le mulet de l'écurie Minardi. Finalement, il ne manque donc que 2 voitures à l'appel. La Lola Larousse de Aguri Suzuki et la Minardi de Paolo Barilla. Bien Pierre, alors vous nous confirmez, 24 voitures au départ de ce Grand Prix de Belgique, 11e manche du championnat du monde de Formule 1 1990. Il a bien du mérite, Pierre Van Ziet a arrivé à s'y retrouver, parce qu'effectivement ça va vraiment dans tous les sens. Alors, le public n'est pas parti, hein. il est toujours là, je vous ai dit tout à l'heure qu'il était extrêmement nombreux. Bien sûr, ce qu'espèrent probablement au moins les 3/4 des gens qui sont venus voir ce Grand Prix, c'est une victoire de Thierry Boutsen ici, et ce serait, figurez-vous, la première victoire d'un pilote belge dans un Grand Prix de Belgique. Je dois ces précisions à notre petit camarade Harald Strebel, qui va parler de son pays avec beaucoup d'enthousiasme. Je vous dis par exemple que le héros ici, d'une part c'est Boutsen, et c'est aussi l'équivalent du guignol, mais le liégeois, en pays liégeois, le guignol s'appelle Tchanché. Alors en quelque sorte, Monsieur Boutsen sera peut-être aujourd'hui le Tchanché du Grand Prix de Belgique. Permettez-moi de rappeler également que l'un des héros de ce circuit est tout de même Jackie Hicks, grand pilote belge, vainqueur de Grand Prix sur Ferrari et grand participant du Paris-Dakar à l'heure actuelle. Jackie Hicks, à qui l'on doit aussi des conseils précieux pour la conception du nouveau tracé du circuit, qui a permis de préserver le caractère de l'ancien, ce qui n'a pas souvent été le cas dans les circuits remaniés. Et Jackie Hicks avait été le conseiller des ingénieurs qui avaient procédé à ces travaux à l'époque, il y a une dizaine d'années. Alors vous avez vu tout à l'heure 45 tours à faire, là en fait on vient d'en faire un, donc il n'y en a plus que 44. On va peut-être quand même y arriver à faire ce Grand Prix de Belgique. 44 tours après le départ. 44 tours, 6 km 940 pour un tour de circuit et 305 km 360 pour le Grand Prix de Belgique. 3e essai. Eh oui, 3e essai. À gauche, Senna. Et le drapeau vert, bon pour le feu rouge. Senna a du mal, mais il s'arrache encore impeccable. Il a poussé un peu Berger. Prost en embuscade. Oh, Senna, il a bloqué ses roues. Berger, Prost. Attention à la Benetton et à la Williams Renault. C'était un petit peu serré, effectivement, entre Boutsen et Annie. Bon, alors, pour l'instant, pas de cas. Et voilà, les 2 McLaren ensemble dans le raidillon de le rouge. La Ferrari de Prost, la Williams Renault de Thierry Boutsen. Oh là, c'est sorti large. Effectivement, Senna a mis les roues droites sur le bas-côté d'où se jette poussière.
Bon, bah voilà, ce que cherchaient à faire les McLaren depuis tout à l'heure, ils y sont. Les deux McLaren sont en tête de ce Grand Prix là. Berger vire encore plus large. Quand je vous disais qu'ils allaient beaucoup manger les vibreurs aujourd'hui, ben voilà, ça se fait en particulier dans cette chicane. On a eu des figures de style incroyables pendant les essais. La plus belle étant évidemment celle de Piquet qui s'est terminée 300 mètres plus loin dans le poteau d'entrée des stands. Freinage pour l'épingle de la source. Berger, Prost avec Boutsen qui se rapproche. Derrière Boutsen, Patrese, Nannini et Piquet. Oh là, Mansell a dû faire quelque chose de pas très catholique car il est derrière Alesi en 9e position. On a vu au passage dans le creux du raidillon comment c'était dur, à quel point le pas de caisse de la voiture tape. Rentrez au stand, Pierre, à vous. Nakajima. Oui, c'est Satoru Nakajima. Peut-être une petite touchette. Je suis un peu loin du stand Tyrrell. Je vous informerai dès que possible. Merci Pierre. Retour en tête avec effectivement cette bagarre pour la 3e place entre Boutsen, ici à l'image. Allez, devant vous, c'est proche. Comme je vous le disais tout à l'heure, entre les 4 voitures de tête, Berger à 1 seconde de Senna, Prost à 1 seconde de Berger et Boutsen à 1 demi-seconde de Prost. Eh bien, 2 tours, presque 3 maintenant, se sont déroulés sans incident. On peut, j'espère maintenant, décider que le Grand Prix est parti. Satoru Nakajima rentre au stand, là, manifestement. Oui, c'est l'abandon, moteur coupé sur la Tyrrell. Merci Pierre. Mauvaise nouvelle dans le team Tyrrell. Il ne reste plus que Alesi pour porter les couleurs du célébrissime team anglais. Ah, et vous voyez que les 4 voitures de tête dans l'ordre Senna, Berger, Prost et Boutsen ont déjà commencé à faire le trou. 10e Capelli, 11e Eric Bernard, 12e Gugelmin, 13e Modena, 14e Warwick, 15e Caffi, 16e De Cesaris, 17e Martini, 18e le français Grouillard, 19 Alboreto et 20e l'anglais Martin Donnelly. Eh oui, Donnelly qui a pris la place de Larini car Nicolas Larini sur la seule ligier en course puisque Philippe Alliot ne s'est pas qualifié. Larini vient de s'arrêter à son stand. Pierre Mandlit. Oui, juste pour signaler que la ligier de Larini s'est arrêtée au stand. Merci Pierre. Alors, 9e tour, pas de changement. L'écart entre Senna et Berger a encore augmenté. 3 secondes 2. Et Senna, le meilleur tour en course, 1,58 et 2 dixièmes. Alors, on regarde s'il n'y a pas d'attaque en prévision. Et si c'est le cas, on va peut-être lancer une petite page de pub. On vérifie qu'il n'y a pas d'attaque. Non, juste une précision. Ça, c'est tout à fait dans la tactique de Senna. Le Brésilien absolument royal. Eh bien, il tape. Il enfonce le clou dès qu'il le peut, et là, il vient de... Nous voilà revenus sur le circuit. Alors, petite page de pub. Patrick Tillet, de toute façon, est en studio à Paris. Si jamais il se passe quelque chose d'essentiel, de très important pendant la pub, bien sûr, on enregistre. Et Patrick Tillet vous fait changement essentiel pendant cette petite respiration publicitaire, Jean-Louis. Mais en revanche, revenons sur Senna, qui est en tête. Ah, Senna qui est en tête et qui maintenant a près de 3 secondes d'avance sur Berger. Et vous voyez que Prost, là, vient de sortir extrêmement large, comme Boutsen et comme Patrese. Prost qui s'est un peu manqué dans cette épingle de la source, ce qui a permis à Berger de reprendre du champ. Berger, on vient de le voir, qui est à 2 secondes 742, très exactement. Enfin, ça, c'était le dernier pointage au passage devant la ligne droite des cendres. C'était donc à 2 secondes 742 de son leader, Senna. Et Mansell dans les stands, le voilà. Oui, Mansell qui était en difficulté depuis plusieurs tours. Il avait dû céder aux attaques de Capelli et puis d'Eric Bernard et de Gugelmin. Et il repart, curieusement. Il fait un changement de pneu, Pierre, tout simplement, un changement de pneu, mais un changement de pneu qui n'avait pas l'air très convaincant, et il n'y avait pas dans cette voiture, à part le geste que Mansell a fait à son mécanicien pour qu'on lui essuie sa visière,